Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente de Commission, chers collègues. Dans quel projet s'inscrit la réforme des retraites que nous allons étudier ensemble dans les jours qui viennent? Au fond, si on se souvient d'il y a 2 ans, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, la France avait du mal à payer ses factures et elle réduisait donc avec peine ses fractures. Et il y en avait beaucoup des fractures. Il y avait le chômage de masse, il y avait une formation professionnelle bloquée, il y avait des collectivités locales sous-financées, il y avait des déserts médicaux sur le territoire, il y avait une écologie d'intention et rarement de réalisation. Mais j'aime à rappeler ces fractures, mes chers collègues de l'opposition de droite et de gauche, parce que depuis, vous nous les avez reprochées à nous-mêmes, comme si nous étions responsables de vos impérities passées. Mais parmi les fractures, il y avait aussi les retraites incertaines et souvent injustes pour un grand nombre de Français. Alors, depuis 2 ans, pas à pas et humblement, nous avons agi, un peu, beaucoup, mais pas assez. Pas assez. D'ailleurs, les Français nous le disent. Ils considèrent que les effets de nos politiques sur eux-mêmes et dans leur quotidien ne sont pas suffisamment traduits et ressentis. Et donc, au moment où nous avons remis en marche l'économie, au moment où nous avons de premiers résultats budgétaires, au moment où on a pu remettre du progrès dans ce pays, eh bien, le temps est venu de dessiner le visage du nouveau contrat social que nous voulons proposer aux Français. Ce contrat social, c'est celui que nous portons ici. C'est ce pourquoi nous avons été élus. C'est ce pourquoi nous avons fait tant d'efforts, parce que c'est jamais populaire de prendre des mesures en matière économique et en matière fiscale. Mais ça paye. Et il faut que désormais, le progrès que nous avons recréé puisse être partagé et que les moyens financiers que nous avons retrouvés soient redistribués. Et c'est bien dans ce projet sur les retraites que nous pouvons ainsi porter un projet de redistribution. Ce projet des retraites, je le dis ici avec solennité devant vous, c'est le premier bloc du nouveau contrat social et civique que nous voulons proposer aux Français. Parce que on nous dit « mais pourquoi vous faites ça alors que le système fonctionne très bien ?» Mais ce système ne fonctionne pas bien. Ce système est injuste pour un très grand nombre de Français. Les petites retraites agricoles, c'est bien dans ce système qu'il existe. Les petites retraites des commerçants et des indépendants, c'est dans ce système qu'il existe. Les 100 000 femmes qui sont obligées de partir à 67 ans à la retraite, c'est ce système qui l'a créé. Et le déséquilibre budgétaire, il vient bien de ce système. Quand on nous annonce ici ou là que les pensions vont baisser, parce qu'en répétant 1000 fois un mensonge, on va penser à la fin que c'est une vérité. Mais les pensions sont certaines de baisser avec le système actuel. Il nous faut donc bien, et je le dis, Président Woerth, il nous faut donc bien le refonder, parce qu'on n'en est plus dans des bidouillages de paramètres. On est dans une nouvelle vocation et un nouveau projet. Alors on nous dit, finalement, ce n'était pas si urgent, il y avait d'autres urgences. Pas faux. Pas faux. Au fond, nous attendent encore l'hôpital public, la transition énergétique, les institutions, la dépendance, Monsieur le Ministre. Et c'est la raison pour laquelle il est si regrettable de ralentir le débat parlementaire, a fortiori avec des amendements circulaires et répétitifs, qui ont fait l'objet de débats parfois intéressants, parfois totalement inintéressants. Ces amendements venus d'une opposition, au fond, qui a renoncé à la proposition et qui s'est fait seulement la spécialité d'une monoculture de l'obstruction. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça concerne la vie des Français. Ça concerne notre vie, à nous, ceux des pensionnés d'aujourd'hui, ceux des pensionnés de demain, et au fond bloquer le système parlementaire en déposant des amendements point-virgule. Il y a un théâtre qui porte ce nom. Et on va transformer cette Assemblée nationale, non pas en théâtre du point-virgule, mais en théâtre des amendements point-virgule, et je le regrette beaucoup. Je fais une petite blague pour le rapporteur turquois. Mais le plus regrettable est qu'au fond, ce jeu d'obstruction par l'amendement, par milliers, embête la majorité, mais au fond, il empêche aussi les oppositions de s'exprimer. Et si on se rappelle
cette phrase qui est prêtée à Voltaire, qui est de dire « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez vous exprimer ». Au fond, aujourd'hui, l'obstruction parlementaire de la part des oppositions, c'est pas seulement d'empêcher la majorité de parler, c'est aussi d'empêcher des gens qui sont eux-mêmes d'accord avec eux. Je pense que le Parlement est en train de s'autodétruire, ce faisant. Je pense qu'il empêche qu'on vienne sur le fond des sujets. Je crois que nous avons intérêt à travailler mieux que ça, chers collègues. Alors on nous dit, bien sûr, il faut résister. C'est parce qu'on veut résister, parce que sinon la France va plonger dans la nuit avec cette réforme. Oui, enfin le coup de la nuit et de la France qui va plonger dans la nuit, ça fait plusieurs fois qu'on nous le fait. Monsieur le ministre s'en rappelle, on l'a eu sur le Code du travail, on l'a eu sur la réforme de la SNCF, on l'a eu sur la formation professionnelle. Je ne crois pas que la France est à ce point plongée dans la nuit. Je crois qu'il faut savoir être juste, être humble, et se dire que quand on présente un projet aux Français, il faut laisser le grand mot de côté pour faire un peu plus d'efficacité. Alors de quoi parle-t-on? Projet retraite. C'est un système par répartition et par points. On gagne des points pour avoir sa retraite pour chaque jour travaillé, plutôt que ce soit des trimestres entiers. Au fond, ça ressemble beaucoup à l'ancien système, mais on y ajoute 3 choses. On y ajoute de l'équité, de la solidarité, de la solidité. De l'équité parce que nous faisons disparaître les régimes spéciaux, on le fait progressivement par respect de la parole donnée du contrat signé, par respect pour les personnes qui sont actuellement employées dans ces régimes spéciaux. On y ajoute de la solidarité. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le système, je viens d'en parler il y a un instant, est un système où il y avait beaucoup de trous dans la raquette pour, je l'ai dit, les femmes, les agriculteurs, les commerçants, les indépendants, on va dire les carrières heurtées, disons les choses de façon moins pudique, pour les plus pauvres dans la société, pour ceux qui connaissent le plus d'accidents de parcours. Et puis on y ajoute la solidité parce qu'en effet, nous avons cette ambition insensée de vouloir que le système soit équilibré. Alors, on a d'ailleurs proposé un âge pivot autour duquel les oppositions ont beaucoup tourné, et nous avons pris, et je crois que c'était sage de la part du gouvernement, la décision de laisser aussi la place à la démocratie sociale pour qu'il propose mieux que l'âge pivot. Mais je m'arrête là un instant. En proposant un âge d'équilibre à 64 ans, quand les Français aujourd'hui travaillent jusqu'à 63 ans et demi, le fait que nous fassions tous un effort pour travailler 6 mois de plus afin d'assurer une retraite à nos parents aujourd'hui et à nos enfants demain, dans un pays où en 60 ans on a gagné 13 ans d'espérance de vie, il n'y a rien d'affamant. Il n'y a rien d'affamant de dire la vérité, que si on vit un peu plus longtemps, on peut travailler un peu plus longtemps aussi. Au fond, puisqu'on met de la solidarité et de la solidité, c'est une réforme qui est socialement de gauche et économiquement de droite. J'ai cité la moitié de Bourlange. Et donc, aux yeux du MoDem, c'est une vraie réforme en même temps, et je crois que finalement, on va la soutenir. Alors, on a mis quelques conditions. On a mis 3 préalables. Premier préalable, les pensions ne doivent pas baisser, ni les pensions d'aujourd'hui, ni les pensions de demain. Ça permet d'éviter effectivement que, à chaque fois qu'on entend répéter que les pensions baisseront, non, nous pouvons dire ici solennellement en français que les pensions ne baisseront pas. 2, ce qui est acquis est acquis. C'est-à-dire que ce qui a été acquis dans les précédents régimes devra rester aux personnes qui ont acquis ces points, ces efforts, ce mérite qui a été le leur pour qu'ils demeurent. 3, on ne touche pas aux réserves. Parce que les réserves doivent demeurer à ceux qui les ont constituées. Et donc, je le dis également pour les avocats, je le dis également, je le dis pour tous ceux qui ont constitué des réserves, parce que, comme l'a très bien relevé Jean-Paul Mattei en commission spéciale, toutes les réserves devaient être pillées pour équilibrer le projet de la France insoumise. En l'occurrence, nous voulons faire un projet qui est équilibré sans toucher aux réserves. C'est le 3e préalable. Et puis, ensuite, on met des priorités. La première priorité, c'est la gouvernance. La gouvernance doit être partagée, elle doit être partagée avec les syndicats. Et c'est une véritable responsabilité que de co-construire. Oui, nous acceptons d'avoir un texte à trous. Oui, nous acceptons que tout ne soit pas décidé à l'avance, parce que oui, tout simplement, on veut que la représentation syndicale ait ses responsabilités dans le futur système de retraite qui sera le nôtre. Et ça, c'est une garantie apportée aux Français. Parce que
Si vous trouvez des syndicats qui, dans les 20 ans qui viennent ou les 40 ans qui viennent, ont envie de faire baisser les pensions, vous me les amenez, parce que ça ne marchera pas. C'est la plus belle garantie qu'on peut donner aux Français. Deuxième chose, les retraites progressives. Et j'ai entendu tout à l'heure un des orateurs mettre en cause d'ailleurs le rapporteur Turquois en disant que c'était bien vivre au travail. Mais on parle de quoi? On parle du fait que nous devons penser ce que jamais nous n'avons pensé dans notre pays. Comment on arrive dans ces dernières années de carrière professionnelle. À 55 ans, on est au summum de sa compétence physique, mais on n'est pas à son summum de résistance physique. On a la compétence professionnelle, on n'a pas la résistance physique. Et donc, il faut pouvoir, à un moment, travailler moins pour transmettre plus. Et dans l'économie française, qui est une économie de compétences, le fait que les seniors, les travailleurs expérimentés qui arrivent en fin de carrière, puissent transmettre par le tutorat, c'est un joli mot qui a été utilisé par Thierry Benoît aussi, le tutorat, qu'on puisse passer ainsi ces compétences professionnelles, je crois que c'est même, au-delà de l'économie, c'est une avancée sociale. Parce qu'il n'y a rien de pire, au fond, de se dire, quand on arrive à la retraite, du jour au lendemain, on a les collègues qui vous offrent un pot d'Oasis et un sac de livres, éventuellement un vélo, mais sans rien qu'on nous demande d'un point de vue professionnel. Et du jour au lendemain, on a l'impression de ne plus rien valoir. Et si on peut avoir un peu plus de respect pour ceux qui arrivent en fin de carrière professionnelle, et si on peut préparer l'avenir de nos entreprises, on doit le faire avec des retraites progressives et une transmission peu pensée. Troisième priorité, la famille, parce que nous devons non seulement travailler sur les avancées très importantes qui sont proposées par le gouvernement et qui ont été améliorées encore la semaine dernière dans la discussion et la concertation avec les mouvements de la majorité. Il faut que ce soit, pour le troisième enfant, évidemment, un bonus, mais il faut probablement qu'on réfléchisse aussi au deuxième enfant. Parce que dans une société où on fait des enfants de plus en plus tard et où les politiques familiales ont été déchirées sous les quinquennats Sarkozy et Hollande, aujourd'hui, on hésite, mais si, mes chers collègues de droite, vous avez déchiré le quotient familial, c'est vous qui avez commencé. Vous avez accusé Hollande, mais rendons aux deux Césars ce qui leur appartient. L'un et l'autre ont abîmé la politique familiale. Et donc, il faut qu'à travers ce projet de retraite, nous soyons en capacité de rassurer les femmes. Parce qu'au fond, même pour ceux qui, en matière de famille, quand on parle de famille, sortent leur pistolet. Je rappelle que les cellules familiales, aujourd'hui, sont différentes. Il y a des familles décomposées, recomposées, il y a des familles homoparentales. Ce n'est pas seulement un propos de démocrate chrétien que je suis en train de tenir là, quoique dans ma bouche, ça honore plus que ça péjore le propos. Mais il faut quand même qu'on soit en capacité, demain, d'avoir des politiques familiales qui soutiennent et qui permettent aux familles de se construire dans la durée et d'assurer un équilibre à long terme du système. Quatrième condition, il faut parler des stocks de MICO. Il y en a quelques-uns qui l'ont évoqué, et puis ça va revenir à période régulière. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à insister pour dire qu'effectivement, si cette réforme s'adresse forcément aux retraités à venir, il faut qu'on règle les problèmes des retraités passés, de ceux qui sont aujourd'hui en situation difficile. Et j'ai proposé au Premier ministre que les deux rapporteurs généraux du PLFSS, il y en a un qui vient de devenir ministre, mais je ne doute pas qu'il sera remplacé utilement, les deux rapporteurs généraux du PLFSS au Sénat et à l'Assemblée nationale puissent conduire une mission avec un rendu dans les 6 mois qui viennent pour que nous puissions identifier les cas, identifier les budgets et proposer un calendrier de résorption des profondes injustices qu'avait fondé l'ancien système. Dernier élément, celui de la pénibilité. Nous avons la possibilité aujourd'hui de confier la pénibilité, non pas comme ça avait été pensé par le passé, par tête de salarié, avec des règles si complexes et si nombreuses qu'on ne pouvait pas appliquer la véritable évaluation de la pénibilité. Nous pouvons la confier aux branches. Et qu'à l'intérieur de chaque branche, et métier par métier, les représentants syndicaux soient capables de déterminer dans la réalité, et sans que ce soit impossible, comme c'était le cas dans les entreprises, ce qu'est le niveau de pénibilité. Mais, et je voudrais terminer par là, je voudrais juste qu'on se dise une chose par rapport à la pénibilité au travail. Je ne voudrais pas qu'on se dise que le travail, c'est seulement une aliénation. Je ne voudrais pas qu'on ait une vision obstétrique du travail, où, au fond, le travail ne conduit qu'à une délivrance, et penser que le but du travail, c'est forcément la fin du travail, parce que
parce que dans ce cas-là, on se dira que le but de la vie, c'est la fin de la vie. Ce n'est pas la vision que nous avons. Nous allons faire une retraite par répartition, nous allons faire un nouveau projet social, et enfin, nous construirons un nouveau contrat social pour les Français.